Cube. Cher public, nous vous invitons à prendre place confortablement et à fermer la sonnerie de votre téléphone cellulaire. En cas d'incident, veuillez repérer les sorties de secours les plus près de vous. Bon divertissement. 1, 2, 1, 2. OK, c'est bon, on peut y aller. Sophie Durocher. Elle met en scène les arts, la culture et la société. Une représentation pas comme les autres. Sophie Durocher. Bonjour tout le monde, bienvenue à l'émission. D'ailleurs, je remarque une affaire. Avant, nos émissions avaient des noms. Tu sais, moi, mon émission, ça s'appelait « On n'est pas obligé d'être d'accord ». Maintenant, ça s'appelle juste Sophie Durocher. Mais je pense qu'avec ce qui s'est passé hier en ondes, notre émission pourrait s'appeler « Tout le monde en parle ». Oui, mais en le effet. titre est déjà pris, Cybèle, Olivier, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Bonjour, c'est Bonjour. quoi? T'as dit à la prochaine chicane. Puis je pense Oui. que ça pourrait faire un bon titre pour ton émission. Ah oui, alors on va rappeler, je vais parler au patron. Mathieu, Dominique, André, Sylvain, je vais leur dire, écoutez, à partir de maintenant, mon émission s'appelle plus Sophie Durocher, ça s'appelle À la prochaine chicane. Si vous n'êtes pas encore au courant, ben vous irez voir ça. Je n'en dis pas plus. Quelqu'un qui connaît ça, les chicanes, et qui porte le titre de l'émission que j'aurais aimé utiliser, mais qui est déjà pris, c'est évidemment, tout le monde en parle, Guy Lepage, qui est mon premier invité. Bonjour, Guy. Non, je suis curieux, moi. Qu'est-ce qui s'est passé hier? Ben, hier, je recevais un invité qui s'en est pris à un autre invité qui, précédemment, à mon émission la semaine d'avant, s'en était pris à lui. Fait que la chicane est pognée entre un certain Luc, un certain Louis, puis en tout cas, tout ça va finir d'une sorte de façon. Mais tout ça pour dire que je pense qu'en ce moment, on peut vraiment dire à Cube, c'est là que ça se passe, puis tout le monde doit écouter ça, puis tout le monde en parle. Mais t'iras vérifier ça dans les nouvelles, mon beau Guilla. Comment vas-tu, Guilla? Oui. Comment vas-tu? Ça va bien? Oui. Ça va bien, toi? Ben moi, ça va super bien. Écoute, je voulais te recevoir aujourd'hui parce que la semaine prochaine, j'imagine, tu vas être en relâche parce que dimanche prochain, tu présentes un concept d'émission, je trouve drôlement intéressant. Le dimanche, une émission qui a été préenregistrée en janvier où tu reviens avec des acteurs de 2005 sur ce qui s'est passé, ce qui a changé en 20 ans. Comment t'as eu, ou toi ou ton équipe, comment vous avez eu cette idée-là de revenir à 2005? En fait, c'est Guillaume L'Espérance qui a eu l'idée parce que l'an passé, quand on a fait notre spécial 20 ans, on a invité des gens qui étaient venus en 2012, en 2006, en 2008. On faisait un petit peu le tour. C'est un genre de buffet, un espèce de petit appetizer de tout ce qu'on avait fait en 20 ans pour se rendre compte qu'il y a 20 ans, en fait, depuis 20 ans, tout le monde en parle et tout le temps, soit au cœur de l'actualité, au témoin de l'actualité, au commentateur de l'actualité, au changement dans l'actualité. Et on s'est rendu compte que 20 ans après, tout ce qui s'était passé en 2005 avait une résonance ou une répercussion 20 ans plus tard. Alors là, on a pris une chance. On était à l'automne. On a dit, on va appeler toutes ces personnes-là. Jean Charest était premier ministre. On l'a invité. Il a dit, oui, je vais y aller. Paul Arcand venait de sortir son film sur les voleurs d'enfance. Puis évidemment, il s'est passé plein de choses depuis ce temps-là avec la DPJ. Il a dit, bien sûr que je vais y aller. On s'est dit, c'est qui les vedettes à l'époque ou qui sont devenues des vedettes? Marc-André Grondin avec Crazy, Antoine Bertrand avec Junior Bougon. Alors, on s'est fait une liste comme ça. On avait reçu Lars Aguidel et Stephen Guilbeault dans le temps où ils étaient les cofondateurs d'Équiterre. Maintenant, aujourd'hui, il y en a un qui est ministre de l'Environnement. Et l'autre passe ses semaines à le critiquer. On les a invités, ils ont dit oui. Alors, honnêtement, Sophie, je pense que c'est même plus intéressant que l'émission qu'on a fait sur les 20 ans, qui était très le fun à regarder, là, que je renie pas du tout. Mais je pense que c'est encore plus organique, cette formule-là. Ouais, surtout que l'émission, pour les 20 ans, il y avait un invité vraiment intéressant, je pense, qui s'appelle Richard Martineau. Cybèle qui lève les yeux au ciel. J'ai-tu le droit de parler de mon mari, puis de le trouver bon, puis de le trouver intelligent? Oui, c'est sans ton que tu émission. lèves les yeux au ciel. Bon, OK. C'est correct. Parce qu'il y a ma Puis collègue... on l'a invité, puis tu devais être fier parce qu'on l'a invité. Ben, j'étais fière parce que c'est un bon invité indépendamment de tout ça. Je reviens un petit peu en arrière sur ce que
tu as dit, Guilla, c'est que justement, vous invitez Paul Arcand. Il avait fait à l'époque son film, donc Les voleurs d'enfance. Et ce qui est un peu désespérant, c'est qu'évidemment, depuis, il y a eu la commission Laurent, mais depuis que Paul Arcand avait fait ce documentaire-là sur la DPJ, on a l'impression que les choses n'ont pas tellement changé. Je regarde, par exemple, Maître Valérie Assouline, qui se spécialise justement dans les causes de la DPJ. Chaque jour, pour ne pas dire chaque heure, elle arrive encore avec des histoires d'horreur de la DPJ. Donc, toi, quand tu regardes dans le rétroviseur de ces 20 dernières années-là, es-tu découragé des fois de te dire, coudoncs, ça fait 20 ans qu'on tire la sonnette d'alarme sur certains dossiers sociaux, puis on a l'impression qu'on recule par en avant? Ben, je ne sais pas si on recule, mais ça avance trop lentement. Ouais. Ça, c'est clair que ça avance trop lentement. Il y a eu quand même des changements, Sophie, à la DPJ, là, depuis 20 ans, là, puis il y a eu la commission Laurent. Mais dans l'émission, en 2005, on souligne les problèmes en éducation, on souligne les problèmes dans le réseau de la santé, et j'ai l'impression que c'est une émission qui est enregistrée la semaine passée. Ouais, c'est ça qui est désespérant. Mais tu trouves pas ça désespérant, Guilla, comme observateur? Parce que la santé, tabarnouche, au prix qu'on paye, comment ça se fait 20 ans plus tard que les temps d'attente dans les urgences, c'est pire que jamais? Je pense qu'il y a eu une amélioration de 12 minutes, soyons honnêtes. Ouais, c'est vrai que c'est le 12 minutes qui fait la différence. Mais comme observateur, c'est vrai que c'est... Sophie, oui, regarde. Mais c'est qu'on les oublie en plus. Quand on a revu ce qu'on avait fait en 2005, on se disait, voyons, on aurait posé les mêmes questions au ministre de l'Éducation, on aurait posé les mêmes questions au ministre de la Santé. Oui, c'est désolant. Puis on parlait déjà de partenariat public-privé à l'époque. On parlait de où sera installé le nouveau CHUM. Ça faisait déjà 10 ans qu'il y avait des discussions où est-ce qu'il sera installé. Ça n'avance vraiment pas vite au Québec. C'est vraiment désolant. Écoute, je vois que donc dans cette émission-là qui va être diffusée le 9 mars, c'est Antoine Bertrand qui va être ton fou du roi. Je suis très surprise que t'aies pas invité un certain, comment il s'appelle donc? Danny Turcotte. D'ailleurs, je regarde, on a sorti les Zapettes d'or, les moments qui sont en nomination pour les Zapettes d'or cette année. Et dans la catégorie moments croustillants, il y a l'entrevue tendue de Danny Turcotte à propos de son livre « À tout le monde en parle ». Est-ce que tu penses que c'est ce moment-là qui va obtenir la Zapette d'or cette année? Je ne sais pas qui a croustillé en regardant ça, honnêtement. Moi, j'ai pas vraiment croustillé en faisant cette entrevue-là. Non. Écoute, je sais même pas c'est qui les autres en nomination. Là. Disons que la Zapette d'or... le gars qui a roté pendant, tu sais, la cérémonie d'investiture de Donald Trump. Ah, c'est lui qui gagne. C'est l'interprète, le gars qui faisait la traduction en français, il a roté en plein milieu. Fait que t'imagines, tu pourras dire ça à un moment donné, Guilla, quand tu regarderas tous tes Gémeaux sur ton mur, là, tu pourras dire à un moment donné, j'étais en compétition avec un gars qui a roté en ondes. Non, mais plus sérieusement, ça a été quand même un moment très particulier. Moi, j'ai écrit dans le journal pour prendre ta défense parce que je trouvais que tu t'étais comporté de façon tout à fait exemplaire et que tu n'avais rien à te reprocher. Est-ce que les gens t'en parlent encore de cette entrevue-là avec Danny Turcotte ou de ton conflit avec lui? Est-ce que ça reste encore présent dans la tête des gens? En ce qui concerne l'entrevue, c'est au bout de 2 semaines environ, c'était terminé. Ah oui? Parfois, il y a des gens... Oui. Le nœud pousse sur le vieux dans l'actualité, tu sais. Puis en plus, comme animateur de Tout le monde en parle, c'était un damn if you do, damn if you don't. C'est-à-dire, si quelqu'un d'autre avait sorti ce livre-là, ou Danny, mais qui travaille sur une autre émission, on l'aurait invité pour qu'il en parle. Comme ça concernait Tout le monde en parle, si on ne l'invite pas, les gens vont dire qu'ils ne veulent pas en parler ou ils veulent cacher des choses. Alors, fallait le faire. C'était la moins pire décision des deux, je dirais. Ouais. Est-ce que depuis, je vais pas passer 4 heures là-dessus, mais juste d'un point de vue humain, est-ce que tu as eu l'occasion de boucler la boucle avec Danny et de régler votre accrochage, ou ça reste une blessure d'amitié, une blessure professionnelle?
Au moment où on se parle, c'est une blessure d'amitié professionnelle. Non, j'ai pas eu le temps de lui parler. Je suis beaucoup plus occupé que lui. J'imagine que c'est lui qui aurait du temps peut-être pour initier ça, puisque c'est lui qui a parti ça au départ. Mm-hmm. Mais je suis pas rancunier. Moi, je pense pas à ça tous les jours. En fait, je te dirais, je suis pas dans une position, s'il appelle pas, je l'appellerai pas, etc. C'est juste que j'ai plein de choses à faire, puis j'ai plein de choses intéressantes à faire, puis plein de gens intéressants qui m'entourent. Alors, c'est quelque chose que j'ai mis derrière moi, là, puis que comme dans un to-do list, un jour, il faudrait que je fasse ça, là. OK, parfait. Très bien répondu. Écoute, moi, c'est sûr que je vais regarder cette émission-là dimanche prochain, d'autant plus que je trouve ça important. Moi, je le dis régulièrement, je trouve qu'il n'y a pas assez de place à la culture et j'inclus là-dedans, quand je parle de diffuseurs publics, j'inclus Télé-Québec et Radio-Canada, mais je l'ai dit à plusieurs reprises en ondes, je trouve que depuis un certain temps, Tout le monde en parle, vous faites de plus en plus de la place à la littérature, que ce soit Marie-Cécile Labrèche ou autre, et justement, dans votre émission du 9, vous allez faire la part belle à la culture. Est-ce que tu penses pas quand même que hors Tout le monde en parle, il y aurait quand même de la place pour, par exemple, une vraie émission littéraire, une vraie émission où on parlerait de danse, où on parlerait d'architecture, où on parlerait d'autres formes de culture? Est-ce que tu penses pas, autrement dit, que ça fait quand même partie du mandat de Radio-Canada? Ben, ça fait partie du mandat, effectivement, mais il me semble qu'il y en a des émissions sur la culture, que ce soit à Radio-Canada, sur la première chaîne, à Arte TV. C'est peut-être pas tout le temps les mêmes qui sont renouvelés, mais j'ai l'impression qu'il y en a des nouvelles régulièrement. Là. Je suis pas le directeur de la programmation. Non, je sais. J'ai l'impression qu'il y en a des émissions comme ça. As-tu des exemples à donner? Ben, il y a évidemment la nouvelle émission de Mariana Mazza. Elle était venue d'ailleurs à Tout le monde en parle pour se justifier parce que les gens critiquaient son émission avant même qu'elle soit allée en ondes. Ben là, on l'a vu, l'émission de Mariana Mazza. Et ben c'est pas une émission qui prend vraiment les livres beaucoup au sérieux. Donc, pour des gens qui sont des amateurs de littérature, c'est sûr que c'est décevant que notre diffuseur public aborde pas le monde littéraire avec plus de sérieux. Je fais une parenthèse, à Tout le monde en parle, je pense qu'on le fait avec sérieux. Mais je pense que les Québécois les Canadiens en général ont un appétit pour plus que ça. Je pense qu'on nous en donne, mais on nous en donne pas assez. Ben, étant donné que je suis animateur de Tout le monde en parle puis que j'ai accès à pas mal tout ce qui se fait en culture, je suis mal placé pour te répondre. En fait, je suis gâté pourri là, de ce côté-là. Je sais pas mal. En fait, on gère l'abondance puis mon plus grand drame, c'est que je peux pas tout engouffrer. Tu sais, je peux pas m'empiffrer de tout. À chaque semaine, mes lectures, mes séries, mes expositions sont dirigés un peu comme à l'université, c'est des travaux obligatoires. Ouais. Mais j'aime beaucoup mes cours, alors je suis en général très content, puis je vais te dire ce qui m'a plu le plus en 20 ans, c'est tous ces livres, toutes ces pièces de théâtre que je n'aurais pas vues ou lues parce que j'aurais été voir ou lire autre chose, et ça m'a ouvert l'esprit et la culture de pouvoir avoir accès à ces essais, ces pièces de théâtre, ces spectacles de danse que je serais probablement pas allé voir naturellement si j'avais pas été l'animateur. Puis j'ai découvert plein de choses. En fait, je suis très, très chanceux d'animer ça. Chaque année, je le réalise davantage. Tu sais que la ministre Saint-Onge a rendu son rapport après des consultations sur l'avenir de Radio-Canada et un rappel du mandat, de resserrer le mandat de Radio-Canada. Elle propose 3 choses. Doubler le budget de Radio-Canada. En contrepartie, enlever les publicités dans toutes les émissions d'information et enlever les frais d'abonnement. Les frais d'abonnement, je me rappelle très bien, Claude Meunier en avait parlé de façon très raide quand il était venu à ton émission, à Tout le monde en parle. Il avait dit ça n'a pas de sens que La Petite Vie, la première diffusion, ce soit à l'extra de Tout TV, puis que les gens soient obligés de payer pour ça. Donc, est-ce que tu vois d'un bon œil les différentes suggestions du rapport Saint-Onge? Ben écoute, la gratuité, il faut que ça se paye.
Alors, oui, je suis d'accord. D'accord. Mais je suis d'accord que ça devrait coûter plus cher parce que ça coûte 2 ou 3 fois moins cher qu'à peu près tous les pays du G7, oui. Du G7. Mais en même temps, aux États-Unis, regarde, les postes de télé appartiennent au privé, ce qui fait que tu peux avoir la télévision tu peux avoir la télévision de Donald Trump, tu peux avoir ça, je trouve ça dommage. C'est important, une télé publique. Je suis entièrement d'accord avec toi. Oui. Puis c'est important qu'elle soit bien financée parce que si elle ne l'est pas, ben il faut qu'elle aille chercher de l'argent dans le marché de la pub, il faut qu'elle aille chercher de l'argent dans le marché des abonnements. Moi, c'est sûr qu'idéalement, je trouve que tout ça devrait être gratuit, mais comme je te disais, la gratuité se paye. C'est pas beaucoup, 30 $ de plus sur l'ensemble des taxes. Ça ne veut pas dire que ça me coûterait et que ça te coûterait 30 $ de plus. Ça serait pris peut-être probablement ailleurs. Mm-hmm. Mais chose certaine, c'est que la ministre Saint-Onge, que j'aime beaucoup par ailleurs, comme elle va partir, puis comme il va y avoir des élections, ben j'espère que son successeur ou sa successeur va ramasser ce dossier-là puis voir quel millage il ou elle peut faire avec. Mais là, présentement, c'est un projet qui ne verra peut-être jamais le jour pas à cause d'elle, parce que même si elle démissionne, elle peut être remplacée, mais à cause des élections, puis qui pourra être le prochain gouvernement. C'est ça, on verra si c'est M. Carney ou si c'est M. Poilievre. Écoute, avant de te laisser aller, puis j'apprécie beaucoup que tu prennes le temps de me parler aujourd'hui, je sais que tout le dossier des personnalités publiques qui sont menacées de mort ou harcelées sur les médias sociaux, c'est quelque chose qui te touche énormément. Toi, à 2 reprises, je pense que c'est en 2011, 2021, tu avais porté plainte à la police parce que tu avais été menacé de mort, toi et d'autres personnes. Comme tu le sais, récemment, moi, il y a un gars qui m'avait menacé de mort. Je donnerai pas son nom, mais il a été trouvé coupable et il a eu sa sentence, puis il n'a pas de casier judiciaire. Il y a beaucoup de gens que ça a choqué. Est-ce que toi... Moi aussi. Moi, ça m'a choqué. Toi, ça t'a choqué? Totalement. Je trouve que ce gars-là aurait dû purger une peine. Il aurait dû être condamné. Il aurait dû avoir un dossier ou des travaux communautaires, whatever. Là, il en a eu des travaux. Mais il a eu des travaux communautaires, mais pas de casier judiciaire. Une absolution. Ouais. Le problème avec des menaces de mort, même quand c'est fait de la façon qu'il l'a fait puis, mettons qu'on le croit, là. Mettons que ce qu'il a dit, il n'aurait pas dû faire ça, il était fâché. Mettons que c'est vrai, Sophie. Mais il y a des gens qui l'ont lu et qui ont dit, c'est vrai, il a raison. Moi, c'est ça qui est arrivé. En fait, c'est arrivé plus que 2 fois. Oui. J'en parle pas tout le temps, mais disons que moi, j'interviens de façon assez agressive. En général, les personnes regrettent beaucoup après d'avoir fait ça. Soit ils perdent leur emploi, soit ils se font condamner, etc. Une menace de mort, c'est une menace de mort. Puis le côté de dire aujourd'hui, en 2025, après 20 ans d'Internet et de réseaux sociaux, je savais pas qu'elle irait ça, je pensais pas que c'était grave, on peut plus s'exprimer en société. Déjà dire ça, il faut que tu sois un hostie de cave. C'est clair que ça se rend. En fait, si je suis dans un bar puis je dis elle m'énerve, Sophie Durocher, il y a 3 personnes peut-être qui m'ont entendu, des gens qui buvaient à côté de moi. Si je l'écris sur un réseau social, c'est des centaines de personnes, des milliers, dépendant du millage que fera ce message-là. Moi, j'ai pas de pitié pour lui. Je trouve qu'il y a eu une sentence bonbon. Moi, j'aurais collé sentence. Merci de ta solidarité. Je l'apprécie beaucoup, Guilla, parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui ont pris position publiquement pour me défendre. Pas me défendre moi, personnellement, on s'en fout de moi puis de mon petit nombril, mais de défendre le principe que des menaces de mort et un harcèlement criminel, c'est grave. Donc, voilà. Écoute, merci, bonne chance. On va écouter ça le 9 mars. Puis, écoute, ce dimanche, c'est très particulier. J'avais pas du tout vu ça passer. Tu reçois Manon et Raymond Bissonnette, les parents d'Alexandre Bissonnette. Ils ont écrit un livre « Quand il n'y a pas de mots », c'est ça? Oui. C'est eux qui racontent tout ce qui s'est passé depuis le malheureux événement, puis tout ce qui a précédé ça. C'est très touchant, je dois t'avouer, parce que d'une certaine façon,
c'est des victimes collatérales aussi, là. Absolument. Ce qui est bien, c'est qu'ils excusent pas du tout les gestes de leur fils, là, puis qu'ils remettent aucunement en question sa condamnation. Mais ils ont eu beaucoup de temps pour réfléchir sur ce qui s'est passé. Puis c'est ça. On les reçoit, ils ont accepté de donner une entrevue. Ça va être à tout le monde en parle. Alors là, je suis en train de terminer le livre, là. Ouais, je te le sens même dans ta voix, juste le fait que d'en parler, à quel point ça vient te chercher. Donc on écoutera ça dimanche, et puis tu vas être en compétition quand même avec les Oscars, puis Star Academy, puis une coupe d'affaires. Et le 9, on va écouter ça. Ça me bouleverse. Oui, je le sais. Beaucoup. Hey, merci beaucoup, Guilla, d'avoir pris le temps. Guilla Lepage, animateur, auteur, comédien, humoriste, etc. Alouette. Merci beaucoup. Salut. Bye. Sophie Durocher. Un savoureux mélange artistique de culture et d'information. Je ne vous chanterai pas de Céline Dion. Ah, ben là. Non, je ne vous chanterai pas. J'irai chercher ton cœur si tu l'emportes ailleurs, même si dans tes autres danses des... Bon, c'est promis, je ne chanterai pas du Céline Dion. Quand je faisais les choix de Sophie, il y avait une pétition qui avait circulé dans l'équipe pour dire on veut que Sophie arrête de chanter en ondes parce que ça casse. Mais fais des cours de chant puis reviens surprendre tout le monde. Je l'ai faite et mon prof me disait t'es pourrie, mais au moins t'es ici, tu fais quelque chose. Bon. Mais il me disait que j'étais pourrie, j'étais pas bonne, j'ai pris des cours, mais il y a rien à faire. Mais t'as d'autres talents. Mais j'ai d'autres talents, puis la personne à qui on va parler, elle chante sur un moyen temps. Elle chante du Céline Dion, elle s'appelle Catherine Pearson, elle est chanteuse, interprète. Bonjour Catherine. Bonjour. Ben écoutez, moi je ne peux pas chanter de Céline Dion. Vous par contre, non seulement vous chantez du Céline Dion depuis un bon moment, vous avez un spectacle Passion Céline avec lequel vous promenez un petit peu partout au Québec, mais en plus vous avez été choisie parmi 1000 candidates pour un grand spectacle hommage à Céline en France. Comment ça s'est passé la sélection parmi toutes ces personnes-là pour participer à ce spectacle-là? En fait, tout d'abord, c'est sûr que c'est exceptionnel pour moi. J'y crois pas encore, je pense. Je suis encore sur un nuage. Je vous dirais que je ne sais pas trop. Je pense que les candidates devaient interpréter. Le critère, c'était de pouvoir interpréter All by Myself, d'être capable d'atteindre la note. La note, la fameuse note. Oui, la fameuse note. Moi, l'avantage que j'avais, c'est que, comme vous disiez, j'ai un spectacle Passion Céline au Québec, et donc j'ai déjà des vidéos. Donc, ils se sont basés quand même pas mal là-dessus pour ma candidature. Alors, j'ai pu sauter quelques étapes, si on veut. Parce que normalement, quelqu'un d'autre qui aurait voulu participer à la sélection aurait dû passer des premières étapes en disant « Es-tu capable de faire All by Myself? » Vous aviez prouvé que vous pouviez le faire. Pourquoi c'est si difficile? Pourquoi quand Céline, en spectacle, elle atteint cette note-là, je pense que c'est un ut ou un contre-ut ou je ne sais trop, pourquoi c'est si spécial, cette fameuse note-là dans All by Myself? Je pense que c'est pas seulement que cette note-là, parce que la majorité des chansons de Céline sont très exigeantes. Ah oui? Par exemple, moi, quand je fais le spectacle Passion Céline, j'ai 22 chansons à rendre et toutes sont exigeantes. Donc, quand on arrive à All by Myself, là, celle-là, c'est quelque chose à rendre, mais on en a déjà fait d'autres avant et on doit faire d'autres chansons après. Alors, il y a ça aussi comme au niveau de la difficulté qui s'ajoute, mais c'est sûr qu'il faut bien la placer au niveau du palais là pour être capable de l'atteindre. Parce que il faut faire, j'imagine, et c'est là que Monsieur Angélil du temps de son vivant, quand il disait à Céline, il faut que tu sois présente, il faut que tu sois bonne quand ça compte. Donc, il faut ménager son énergie avant et tout donner sur All by Myself, mais quand même ménager son énergie pour après. Parce qu'il y a toujours un après All by Myself. Le spectacle s'arrête pas avec ça. Exactement, oui. Tout à fait. Alors donc, vous participez à ces auditions-là, vous sautez quelques étapes parce que vous avez déjà de l'expérience à chanter Céline, et là, vous arrivez en France, et là, il faut que vous rencontriez... Pour la toute première fois de ma vie. C'est la première fois que vous alliez en France, c'est spécial.
C'était la première fois de ma vie, puis j'y allais pour chanter du Céline. Alors, imaginez-vous comment je me sentais. C'était complètement... c'était fou. Êtes-vous allé voir la Tour Eiffel avant ou après avoir passé l'audition pour chanter du Céline? Avant. Je l'ai vu un petit peu avant. Je l'ai vu le soir que je suis arrivée. OK. Mais Ils ont fait passer mon taxi tout près de la Tour Eiffel. Ah, c'est beau. Puis surtout qu'elle est illuminée maintenant tous les soirs. Elle est vraiment plus belle que jamais, la fameuse Dame de Fer. Mais je vous parle de la Tour Eiffel parce qu'évidemment, l'année dernière, l'été dernier, pendant les Jeux Olympiques, ça a été vraiment le clou du spectacle de voir Céline chanter sur la Tour Eiffel. Vous qui êtes une fan donc de Céline, vous avez dû capoter votre vie en mois de juillet l'année dernière? Oui, j'avais CBC News qui était chez moi pour capter ma réaction d'ailleurs. Et puis, on savait pas trop vers quelle heure elle allait chanter. On était comme sur le qui-vive. Et quand j'ai entendu les premières notes de sa voix, j'étais tellement émue parce que je me disais, elle revient devant le monde entier qui la regarde. Et en plus, Nadia Comaneci était invitée aux Jeux Olympiques et puis Céline a eu sa note parfaite avec sa chanson devant Nadia Comaneci. Comme à l'inverse, Nadia Comaneci avait eu sa note parfaite devant Céline. Et j'étais très heureuse de ça. C'est un bon rappel que vous faites. C'est vrai, aux Olympiques en 76, Nadia Comaneci, ici, à Montréal, elle avait eu un 10 sur 10 en gymnastique. C'était absolument exceptionnel. Donc, vous allez, votre taxi passe devant la Tour Eiffel, vous allez passer votre audition et vous l'avez. Vous êtes choisi, donc, pour être avec 3 autres interprètes. Partie de ce spectacle-là, vous allez chanter du Céline. Ça s'intitule Génération Céline. 4 voix pour une légende. Pourquoi ça prend 4 femmes pour chanter du Céline? Il me semble, moi, je vous aurais engagé juste vous. Je vous aurais demandé de faire le spectacle au complet. Les 3 autres, on s'en fout complètement. Non, mais en fait, c'était pour amener, comme ça le dit, Génération Céline. Donc, c'est vraiment pour aller rejoindre toutes les générations. Et aussi, on représente quelques générations à nous 4. Donc, puis on a chacune notre timbre de voix. Alors, chacune va chercher une certaine émotion ou pour certaines chansons, c'est mieux adapter un timbre. Donc, je trouve ça quand même super chouette qu'on soit 4. Et en même temps, écoutez, la tournée, ça va être de 3 à 5 soirs semaine. Donc, à 4, on va diviser la tâche. Ça va être un peu plus facile, un peu moins exigeant. Mais je pense qu'on va avoir beaucoup de plaisir là ensemble. On a déjà une belle complicité, les 4 filles ensemble. Ouais, c'est vraiment super. Est-ce que ces 3 autres parisiennes, françaises, c'est qui les autres personnes qui sont avec vous? Est-ce qu'il fallait absolument que ce soit francophone aussi? Ou une italienne, une marseillaise et une française. OK, bon. Parfait. Ouais. Une parisienne. Et moi, j'apporte la petite touche québécoise, puis je suis très fière de ça. Et je suis bien fière de représenter le Québec dans ce spectacle-là. C'est incroyable pour moi. Alors, il paraît, j'ai lu, corrigez-moi si je me trompe, que ils vous ont demandé, vous, spécifiquement, de chanter Pour que tu m'aimes encore, parce que, justement, avec votre petit accent québécois, vous allez pouvoir le rendre mieux que n'importe qui. Puis c'est drôle que je lisais ça, je me disais, il me semble que, justement, quand elle chante Pour que tu m'aimes encore, c'est sur l'album 2, évidemment, de Jean-Jacques Goldman. Il me semble qu'elle n'a pas tant un accent québécois que ça. C'est pas comme si elle chantait Pour que tu m'aimes encore, là. Je veux dire, c'est Céline, là. Pourquoi il fallait spécifiquement que ce soit une Québécoise qui chante celle-là? Malgré tout, peut-être que derrière ça, il y a quand même un petit accent québécois mélangé avec l'accent français. Puis en plus, moi, j'ai l'accent du Saguenay parce que j'ai passé 25 ans de ma vie là. Une vraie bleuette. Je pense qu'il voit pas ça, là, mais il voit juste un accent québécois tout simplement. Mais je pense que c'est comme du québécois mélangé avec un accent français. C'est vrai que c'est comme plus un français international. Absolument. Cette chanson-là, si on veut, là. Ouais. Donc, on va écouter un petit extrait parce que sur YouTube, en fait, sur les médias sociaux, on a des extraits de votre spectacle. Donc, on va vous écouter en train de chanter All by Myself. C'est correct pour vous ou non, vous êtes pas contente? Bon. Oui, OK. Non, c'est parce que vous faites une face. Dites-le à votre face que vous êtes content. Vous avez fait une face de pas contente, là. Oui, absolument. Allez-y. On en écoute un tout petit extrait pour qu'on voit ce que ça donne quand vous chantez du Céline.
Alors moi j'adore parce que Wow. c'est Céline, à chaque fois qu'elle le fait puis qu'elle le réussit, elle fait comme, tu sais, un geste, là, genre, elle est quasiment en train de dire à René, je l'ai eu cette fois-ci, puis tout ça. Et donc, en plus, c'est important de le dire pour les gens qui nous écoutent à la radio. Vous ressemblez, vous avez quand même vous êtes hyper mince, grande, des beaux cheveux longs. Il y a quand même une ressemblance physique avec Céline, là. J'ai rien contre les femmes qui mesurent 4 pieds 8 puis un petit peu volumineuses, mais vous auriez peut-être moins fait une bonne imitation de Céline avec un physique différent, mettons, là. Ben, c'est sûr que j'ai un peu le même gabarit. Voilà. Donc, pour les tenues de scène et pour le look, ça aide, mettons. Mais je pense que l'important, c'est surtout la voix. Mais effectivement, là, en tout cas, on a des bons commentaires au Québec quand on se promène avec notre spectacle. On était au Capitole récemment, puis c'était extraordinaire. Le spectacle en France va se promener beaucoup. On sait à quel point en France, quand il y a ce genre de spectacle-là, hommage, ça peut vraiment être très intense. Pour l'instant, pour 2025, vous avez combien de dates signées dans combien de villes différentes en France? En 2025, je crois qu'il y a 3 ou 4 dates, dont 2 à Paris, qui sont déjà complètes. Wow! Et en 2026, il y a une trentaine de dates en janvier-février uniquement. Et là, je sais qu'il va y avoir des dates qui vont s'ajouter et ils veulent débloquer l'international rapidement. Donc, je peux pas vous dire il va y avoir combien de dates, j'en ai aucune idée, mais je pense que ça va rouler. Mais on peut vraiment dire, parce que évidemment, ce spectacle, vous faites déjà votre spectacle, Passion Céline, un petit peu partout au Québec, mais vous allez devoir, donc, dès que ça va commencer, partager votre temps entre la France et ici, mais pas juste la France, là, ça va être, ce spectacle-là vous ouvre les portes d'une carrière internationale aussi, là. Oui, tout à fait. J'ai hâte de voir jusqu'où on va aller avec ça. Puis, ça va être, c'est toute une aventure qui commence. Est-ce que vous allez la rencontrer? On ne le sait pas. Tout ce qu'on s'est dit, les filles, c'est que si jamais elle venait nous voir, on veut pas le savoir avant le show, on veut le savoir après. Ah oui. Parce que sinon, on va faire des bêtises qu'on ne ferait pas en temps normal. Ça va nous déconcentrer. Mais on espère tellement, c'est sûr. Moi, j'aimerais beaucoup la rencontrer. Mais c'est déjà comme mon amie. Je pense que pour la plupart de ces femmes, c'est la même chose. On a l'impression que c'est notre amie, notre grande sœur. Elle est tellement proche de nous. Totalement. Alors moi, j'ai interviewé Céline 7 fois pour le magazine 7 jours. Si le magazine s'était appelé le magazine 8 jours, j'imagine je l'aurais interviewé 8 fois. Ben non, c'est juste un addon, c'est arrivé comme ça. Et c'est la personne la plus chaleureuse. Ça prend 3 secondes, on y parle. En effet, c'est comme si ça faisait 25 ans qu'on la connaissait. Et moi, je pense qu'au contraire, si Céline ou quand Céline va venir vous voir, il faudrait que vous le sachiez à l'avance parce que elle va tellement vous mettre à l'aise. C'est la personne la moins stressante au monde. Fait que moi, j'inverserais ça. Je pense au contraire qu'il faudrait que vous le sachiez, puis même que vous la regardiez en chantant devant elle. C'est pas déstabilisant. Ouais. Non, mais c'est comme la Girl Next Door. Ouais, mais chanter devant Céline Dion, du Céline Dion, je veux dire, c'est stressant, là. Ouais, moi, je pense pas. Au contraire, c'est la fille dans tout le show business, peut-être la moins stressante, mais en tout cas, je pense qu'elle est au courant, évidemment. Est-ce qu'il a fallu qu'elle donne son autorisation pour ce spectacle-là ou ça se fait indépendamment? Il faudrait poser la question à M. Benzi ou à M. Walter, mais je pense que tout est correct à ce niveau-là. J'imagine que tout est fait dans les règles de l'art parce qu'ils l'ont fait pour l'héritage Goldman déjà, avec un hommage à Jean-Jacques Goldman qui a fait une tournée en Europe aussi. Donc, je suis pas inquiète pour ça. On sait que cet été, au Festival d'été de Québec, il va y avoir à nouveau un spectacle hommage à l'album 2, D'-E-U-X, qui est finalement l'album qu'elle avait fait entièrement avec Jean-Jacques Goldman. Vous, quand vous regardez ça, toute l'œuvre de Céline, est-ce qu'il y a comme une toune qui est votre toune préférée, là, votre toune où vous dites ça, je m'en vais sur une île déserte, puis avec une seule chanson de Céline, puis ce serait celle-là? Peut-être The Power of Love, même si elle n'est pas en français. Mais je les aime toutes.
C'est quand même quelqu'un qui, dans toute sa carrière, a eu la bonne main pour trouver des bonnes chansons, changer de répertoire. Des fois, c'est peut-être les moins connus. Moi, il y a une chanson qui me touche beaucoup, c'est... évidemment, en plus, là, je la cherche, je la trouverai pas. Les petits pieds... tu sais, les petits pieds de Léa. Les petits pieds de Léa, merci, c'est tellement touchant. Puis c'était une chanson dont les paroles ont été écrites par une dame, justement, qui travaillait dans l'entourage de Céline et qui avait perdu un enfant. C'est les petits pieds. C'est la fille là, vous me pardonnez, celui qui faisait Passe-Montagne. Oui, exactement, Lheureux, Madame Lheureux. Oui, c'est ça. Marianne Lheureux, je pense. Oui, et donc, tout ça pour dire que les petits pieds de Léa ne grandiront pas. Moi, je trouve que c'est une des plus belles chansons de Céline. Catherine Pearson, vous êtes chanteuse, interprète. Vous faites partie donc de ce futur spectacle Génération Céline. Merci beaucoup. Puis entre-temps, on continue d'aller voir votre spectacle Passion Céline partout au Québec. Merci beaucoup à vous, au plaisir. Merci, Catherine. Je pense que c'est le temps maintenant. Là, je peux-tu chanter du Céline? On attend on s'en va à la pause. Vas-y. Pendant la pause, je chante du Céline. Je vous évite ça. Vous direz pas que je vous aime pas. Oui, ça fait du bien. Fais-nous la note. Vite à la pause pour que je puisse chanter. Sophie Durocher. Un savoureux mélange artistique de culture et d'information. Montréal pue, et ça pue partout, là, dans tous les quartiers. J'entends déjà les gens rire dans leur voiture. Tout le reste n'est que fumisterie. Donc, on veut un monde qui sent l'eau de Javel. Un monde blanc, sans défaut. Rémi Villemur. Alors, le rapport dont tout le monde parle aujourd'hui, c'est le rapport qui a été remis au ministre Bernard Drinville après qu'on ait remarqué de nombreux manquements au principe de laïcité et donc à la loi 21 à l'école Bedford. Il avait commandé justement un rapport. Les conclusions du rapport sont rendues publiques aujourd'hui et parmi les choses auxquelles songe Bernard Drinville, c'est la possibilité d'interdire les signes religieux à d'autres membres du personnel scolaire que les enseignants et les enseignantes elles-mêmes, eux-mêmes, elles-mêmes. Mm-hmm. Ça t'inspire quoi, Rémi Villemur? Que c'est une très bonne idée. Bon, merci, écoute, bonsoir. C'est une drôle de semaine pour la CAQ parce que tout le monde parle d'Éric Kerr. Hier, moi, je t'ai parlé de Pascal Derry. Mm-hmm. Et là, je pense que finalement, quand on regarde ce qui s'est passé cette semaine, il y a des ministres qui s'en sont quand même très bien sortis. Donc, bilan mitigé pour la CAQ, ça, c'est une très bonne idée. Ça fait des années que je pense qu'il faut aller là. Pour la simple et unique raison, tu auras remarqué que dans le rapport, on en parle. D'ailleurs, l'autorité, là, c'est un concept qu'on a toujours attribué seulement au rapport entre le prof et l'élève, alors que dans une école, souvenez-vous de vos années à l'école secondaire et à l'école primaire, il n'y a pas juste les profs et les directeurs qui ont autorité sur vous. En réalité, tout le monde a autorité sur vous, y compris le concierge. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut un surveillant d'école. Oui. Je veux dire, un surveillant, c'est une figure d'autorité et c'est tout à fait vrai. Mais c'est toujours eux qui nous donnent les petites pénalités fatigantes dans l'heure du Absolument, dîner. Mais il faut aussi se rappeler pourquoi, quand la loi 21 a été, quand c'était un projet de loi qui allait devenir la loi 21, pourquoi c'était seulement certaines figures d'autorité et dans certains milieux, puis il y avait la clause d'ancienneté, etc. C'était parce que la loi 21 à l'époque, pour Bernard Drinville et le gouvernement de la CAQ, c'était le plus loin qu'ils pouvaient aller. Puis même juste en allant si peu loin, déjà, ils se faisaient dire qu'ils allaient trop loin. Alors, c'est sûr qu'aujourd'hui, Bernard Drinville, à la lumière des manquements qu'il y a eu, dit on va l'étendre, puis on essaye qu'elle ait plus de portée. Mais il faut se rappeler pourquoi, au début, elle était si timide, la loi 21. Et j'ajouterais que le cadre de référence, le point de référence, plutôt, ça a toujours été Bouchard-Taylor, qui est une commission qui a eu lieu au début des années 2000. Donc, quand on a commencé à réfléchir à ce que c'était que la loi 21, on se disait, il faut pas aller plus loin que Bouchard-Taylor ou il faut aller dans le sens de Bouchard-Taylor. Mais la société québécoise, elle a changé depuis le début des années 2000. Là. Ça fait déjà 25 ans, là, le début des années 2000. Donc, il faut peut-être songer à aller plus loin. Quitte, et là, roulement de tambour ou alors fermez vos fenêtres, ayez peur, interdire le port de signes religieux pour les élèves. C'est le cas en France, en passant. D'accord. Alors, c'est le cas en France et il faut rappeler pourquoi en France c'est comme ça. Donc, la loi sur la laïcité en France, elle date de 1905 et donc, on vous
doutez bien qu'en 1905, en France, il n'y avait pas une immigration maghrébine, donc ça n'était pas, on ne visait aucune religion en particulier, malgré ce que les mauvaises langues peuvent vous faire croire. Et l'idée en France, c'est que la raison pour laquelle on interdit aux étudiants depuis 2004 de porter des signes religieux, c'est qu'on considère que tous les enfants qui fréquentent les écoles publiques sont des enfants de la République. Donc, quand tu te présentes, dès que tu passes la porte de ton école, c'est important d'en parler, dès que tu passes le pas de la porte de l'école, tu n'es plus un petit étudiant, un petit enfant d'origine ci ou d'origine ça, tu es un enfant de la République et la République n'a pas de religion. C'est important et moi, je suis entièrement d'accord avec toi. Je pense en effet qu'on devrait appliquer le même principe ici et interdire tout signe religieux. C'est quand même beau, la France, hein, parce que tu peux dire, parce que c'est un grand pays qui a une grande histoire, vous êtes un enfant de la République. Aujourd'hui, on dirait quoi? Vous êtes un enfant du centre de service scolaire des Bois-Francs, quelque chose comme ça. Non, mais écoute, le problème avec cette idée-là, qui, à mon avis, fait ton affaire, et en tout cas qui fait la mienne, c'est que, et je pense que c'est pour ça que la CAQ n'ira pas là, c'est que c'est très exigeant sur le plan de la rhétorique. En d'autres mots, on ne parle que de laïcité depuis toutes ces années, et ce n'est pas de la laïcité que de demander aux jeunes d'enlever leurs signes religieux s'ils arrivent à l'école. Non, parce que la laïcité, c'est ce que les adversaires d'ailleurs de la laïcité ne cessent de nous dire, c'est le fait que l'État sépare les pouvoirs et l'État n'a pas de rapport avec la religion et que l'État n'est pas religieux. Mais un jeune qui a un signe religieux, qui rentre dans une école, et l'école, c'est pas l'Assemblée nationale en passant, ben là, ça devient compliqué de l'expliquer. Donc, il faudrait peut-être pour la CAQ arrêter de parler de laïcité. Oui, la laïcité, c'est réglé. Et là, maintenant, c'est un autre débat. L'autre débat, c'est quoi? C'est pas de religion dans les écoles. Appelez ça comme vous voulez, mais trouvez un autre mot, parce que laïcité, vous allez vous faire prendre à devoir défendre un concept qui n'est pas le concept que vous tentez d'appliquer. Oui, c'est la même chose. C'est la même chose, Rémi, parce qu'à partir du moment où on dit la laïcité, c'est assez simple, c'est la séparation entre ce qui est l'État ou qui relève de l'État et la religion. Ça veut dire que dans le cadre d'une école publique, ce serait évidemment pas le cas dans une école privée parce que l'État n'a rien à voir avec cette école privée. Dans une école qui relève de l'État, les élèves qui la fréquentent n'ont pas de dénomination religieuse. Autrement dit, ils ont évidemment le droit d'exercer une religion, c'est la liberté de penser, la liberté de culte, mais il n'y a pas de signe qui nous permettent de faire la différence. Pourquoi? Parce qu'à l'intérieur de l'école, tu t'adresses à des étudiants, tu t'adresses pas à un musulman, un juif, un raélien. Donc, c'est pour ça qu'il faut pas avoir de signes religieux chez les étudiants dans une école publique. Oui, j'ai bien compris, mais est-ce que ça veut dire d'abord qu'il faut enlever son voile ou sa kippa lorsqu'on va à la SAQ? Non, honnêtement, je fais pas semblant de pas comprendre. Là, c'est que je pense que je suis d'accord avec toi, mais je pense qu'il faut appeler ça autre chose que la laïcité parce que les adversaires de la laïcité ont compris depuis bien longtemps que, en réalité, c'est pas ça que les gouvernements nationalistes, en tout cas les partis nationalistes, poursuivent comme objectif. Ils veulent une société où la religion n'est pas dans les espaces publics. Dans les espaces publics, ça veut pas juste dire les espaces du gouvernement, de la société publique. Ça veut dire les espaces où on fait société. On veut évacuer la question du religieux, mais je pense que c'est juste une question de mots, mais c'est très important les mots, parce que la CAQ va devoir défendre ce projet-là. Il va probablement dire c'est la laïcité. Alors moi, je dirais autre chose. Je dirais c'est plus la laïcité. La laïcité, c'est réglé. Maintenant, c'est est-ce que dans les écoles, est-ce qu'on veut que nos jeunes, par exemple, en passant, juste le rappeler, une petite affaire, là, une fille de 12 ans qui a un voile, elle n'a pas consenti à avoir le voile. C'est pas vrai que si tu lui demandes, est-ce que c'est une décision... Il y en a peut-être qui vont dire que c'est une décision éclairée. Moi, c'est pas tellement le fait qu'elle porte un voile, c'est que dans le rapport, on nous mentionne à un moment donné qu'il y a une certaine école où il y a 3 ou 4 jeunes filles qui portent le voile intégral, donc on ne voit pas leur visage, et la seule façon dont le personnel enseignant et les gens dans l'école savent la reconnaître, est-ce que c'est Fatima ou c'est Abdullah, peu importe, c'est le son de leur voix. Mais je veux dire, comment veux-tu faire société avec quelqu'un? Est-ce que tu irais à l'école en portant une cagoule? Il n'y a aucun aspect religieux. C'est juste, on peut pas faire société avec des gens si on n'est même pas capable de t'identifier. On n'est même pas capable d'entrer en contact avec toi. Donc, c'est un non-sens déjà à la base. Oui, moi, j'ai fait de la suppléance dans un tas d'écoles, notamment dans le Centre de service scolaire de Montréal, anciennement la CSDM, qui n'est pas blâmée dans le rapport, mais qui est quand même pointée du doigt. Ouais. Et cette école-là, des petites filles voilées, là, j'en ai vu, mais plusieurs. Là, j'en ai vu parfois 3 ou 4 ou 5 par classe. Et des fois, je me dis, elle a 13 ans.
elle est québécoise, elle est née ici, elle n'a pas choisi de porter le voile. C'est ses parents qui lui ont mis sur la tête. Soyons sérieux quand même un peu, hein? On va pas se mentir. Cette fille-là, quelles sont les chances qu'elle tombe en amour avec Kevin Gauthier? Que Kevin Gauthier aille vers elle parce qu'il se dit c'est une Québécoise comme moi. On dirait que le voile, sur une fille de 12-13 ans, vient dire « Hi, on vit dans deux mondes différents. On peut pas faire société. » Hein? C'est ça le signe que ça envoie. Et moi, j'ai un problème avec ça. Mais si on interdisait le port de signes religieux dans les écoles publiques, Fatima, elle enlèverait son voile quand elle arrive à l'école. Je veux juste rajouter quelque chose à propos de ce dossier-là. Il y a, je ne sais trop quel syndicat de professeurs qui a réagi, j'entendais ça à la radio tout à l'heure, a réagi au rapport qui a été soumis à Bernard Drinville en disant qu'il y a en ce moment une pénurie et que si on commence en effet à interdire, ben on n'arrivera pas à trouver du personnel parce que c'est des gens qui ne pourront pas trouver une job. Non, c'est pas vrai. Arrêtez de dire ça. Ils vont pouvoir trouver un emploi à partir du moment où ils laissent leur signe religieux à la porte avant d'aller travailler. Donc, il faut arrêter de tout mélanger. Es-tu d'accord avec moi? Assez. Ça s'appelle la lâcheté, ça. Ouais. Merci beaucoup. Merci à tout le monde. Merci, Cybèle. À lundi. Cube.